Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, aujourd'hui. Il est 13 heures, donc je propose qu'on commence tranquillement et puis ça va faire venir, les derniers arrivés. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être, avec nous aujourd'hui. Donc je vais faire juste une très courte introduction pour dire que vous pouvez, poser vos questions, pour, Stéphanie, si possible dans la partie, Q&R. En haut, vous voyez, il y a la petite bulle de conversation et à côté, Q&R, donc là, ça permet de poser des questions et des réponses et de les liker. Comme ça, c'est plus facile à suivre, à la fin pour pouvoir poser toutes les questions. Elles sont pas dans le fil, elles sont rangées par ordre de questions les plus likées. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, c'est le moment, cet échange est enregistré, donc voilà, sachez-le. Donc on va faire d'abord un échange avec Stéphanie, puis ensuite il y aura un moment où on transmettra vos questions, où vous pourrez aussi, lever la main et poser vos questions vous-même. Alors, Stéphanie, est-ce que tu es bien avec nous? Ouais, bonjour à toutes et tous. Bonjour Anne-Sophie. Merci beaucoup. Donc tu es directrice de la communication et de la marque du groupe SNCF depuis 2019. Tu as un parcours avec des expériences à la fois politiques, dans les cabinets de Jean Glavany et plus tard Muriel Pénicaud, et puis dans des grands groupes, notamment, Danone, Carlsberg et puis maintenant SNCF depuis 2019. Tu m'arrêtes si je Oui, dis des oui. bêtises. Janvier 2020. Janvier Oui, 2020, oui, tu OK, peux. parfait. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, Stéphanie, qu'est-ce qui te passionne, dans ton rôle de directrice de la communication? Ah, vaste sujet. Alors, mon rôle de directrice de la communication, ce que j'aime, c'est donner du sens parce que ce soit en interne, en externe, avec les équipes, il faut donner du sens. C'est d'arriver à avoir de l'impact, de convaincre. C'est pas toujours évident, pareil, en interne et en externe. Et puis, j'aime faire le lien entre les idées et les personnes. C'est-à-dire, je pense que quand on est une DIRCOM, il faut être en permanence en train de faire ce lien entre des idées et des personnes, et c'est ce que j'aime. Voilà. Et puis, j'aime aussi, quand j'interviens devant une assemblée, que les femmes se disent, tout est possible. Voilà. Merci pour ce partage. Ça donne envie. Heu, SNCF, c'est pas un groupe comme les autres en matière de communication. On le voit, dans la revue de presse, tous les jours, la façon dont sont traités les sujets et cetera. Ça se passe comment, en fait? En quoi c'est différent et comment ça fonctionne? Alors, en fait, quand je suis rentrée à la SNCF, donc il y a 5 ans, on m'avait dit: «Tu verras», et je ne dirai pas qui est le «on», c'est le plus beau job et le pire job de DIRCOM, de la place de Paris. Je crois que c'est vrai, en fait. Pourquoi c'est le plus beau? Bah, parce qu'on a une boîte qui est magnifique, des cheminots, des salariés super engagés, il y a des métiers incroyables, des gens incroyables et une complexité incroyable de notre entreprise. Voilà, c'est une entreprise qui est, la plus citée dans les médias. On est en tête dans ce qu'on appelle les unités de bruit médiatique, loin derrière, EDF ou Total, par exemple. Et puis, c'est une entreprise qui est utile à la société, aux gens, et quand on en parle, les gens, ils sont quand même attachés. Et puis, en même temps, je pense que c'est, le job le plus dur parce que c'est sisyphe, c'est-à-dire vous essayez de faire des choses en com interne, en com externe, qui ont du sens, qui percutent, qui aident à la compréhension de la boîte, à rendre les salariés fiers. Et pourtant, il y a n'importe quel petit bug, et je pense par exemple aux grèves ou à des mouvements sociaux, et alors là, tous les points d'image s'effondrent, et c'est Sisyphe en réalité. Vous montez un petit peu l'image de notre entreprise et donc ça nous rend fiers. Je pense par exemple au film Hexagonal, et hop, on a un bug et tout de suite on repère des points d'image. J'ai j'ai entendu un jour une expression que je reprends volontiers. En plus, la SNCF est une usine à ciel ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille chez Danone, comme j'ai travaillé, et qu'il y a un problème sur une chaîne de production de yaourt ou dans une bouteille d'eau d'Évian,
pas grand monde en parle et pas grand monde le voit. Quand on est chez Michelin ou chez Renault, c'est pareil. Quand on est à la SNCF, il y a un problème dans une gare, il y a une panne électrique, il y a quoi que ce soit, et l'usine est à ciel ouvert, c'est-à-dire que des centaines de milliers de personnes voient immédiatement notre problème. Et ça aussi, en tant que DIRCOM, c'est compliqué à gérer et à travailler. Voilà, Donc le plus beau et le pire métier du monde. OK. voilà. C'est quoi les réalisations ou les projets dont tu es, la plus fière au sein de SNCF? Alors, je pense que alors, la plus grande fierté, je pense que ça a été le film Hexagonal. D'ailleurs, je vous invite à le revoir, éventuellement à le repasser sur vos réseaux sociaux. On le relance à partir d'aujourd'hui, puisqu'en fait, quand vous le regarderez avec les images des Jeux Olympiques, vous direz qu'on est un vrai petit bout de la France. Donc voilà. Voilà. Et ce film, on l'a fait parce que Jean-Pierre Farandou et moi, on s'était dit, il faut enfin c'était en 2020, hein, il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette entreprise, elle soit l'entreprise préférée des Français et l'entreprise préférée des cheminots. Et donc, c'était super important de faire ce film et de montrer qu'est-ce qu'il y avait derrière la SNCF, mais aussi que les cheminots en soient fiers. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire quand on l'a lancé, et on l'a lancé avec les cheminots, et d'abord par les cheminots, puisqu'on l'a d'abord diffusé en interne, elle a diffusé sur les réseaux sociaux, et ensuite seulement on l'a mise en télé. Mais je crois que ce film, d'abord, il donnait des nouveaux codes dans la communication, où osait dire qu'on était parfois en retard, mais qu'on n'était pas Mmh. retardataire. Donc, on a osé dire qu'on n'était pas parfait, mais je pense que la communication d'aujourd'hui, elle doit elle doit être vraie, donc elle doit aussi dire que tout n'est pas parfait. Voilà. Et puis, elle a été largement diffusée par l'interne, et ça, c'est une vraie fierté. Voilà. Mmh. Peut-être aussi, la contribution faire contre carbone, c'est ce que Jean-Pierre Farandou appelle le x2, c'est-à-dire quand on a décidé et quand on a mis en place tout un plan de communication et d'influence pour faire comprendre le x2 et pour essayer que le gouvernement s'en empare, ce qui a été quand même un succès. C'était l'année dernière, voilà. Et puis, dernière chose, je suis arrivée dans cette entreprise, je ne connaissais rien au ferroviaire. J'y crois, je connais encore beaucoup moins que beaucoup d'entre vous. Mais malgré tout, ça a été de réussir à embarquer les différentes communications des SA avec la holding et créer un vrai lien de confiance entre la direction de la com de la holding, de la SA mère, et les coms des SAFI. Voilà. OK. Si, je rebondis sur la campagne hexagonale justement, il y a la diversité qui est, au cœur de cette campagne. Comment ça s'est passé? C'est l'agence qui vous l'a proposé? C'est vous qui avez demandé à ce que la diversité, ça soit, dans cette campagne hexagonale justement? Alors, en fait, je vais vous faire un peu de pédagogie sur la communication. Quand on travaille sur un plan de communication, on travaille d'abord sur une plateforme de marque. C'est-à-dire une plateforme de marque, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de notre marque et de notre entreprise. Et à l'époque, en 2000, début 2022, fin 2021, on a travaillé sur cette plateforme de marque avant de faire le brief à l'agence. Et cette plateforme de marque, qui était très liée évidemment aux lignes de force du projet de tous SNCF, on a identifié 3 axes de com. Un, l'environnement. 2, les territoires. Et 3, l'inclusion. Et en fait, du coup, on a briefé l'agence de pub en disant que l'on voulait à la fois faire comprendre aux Français que la SNCF était un petit bout de la France, qu'on était le miroir des Français, et donc qu'il y avait
ce thème de l'inclusion à travers la diversité. D'où l'agence qui, quand elle nous a proposé ce film et le texte, y a mis des images de mixité, que ce soit les images de LGBT sur lesquelles d'ailleurs on a reçu quelques critiques de l'externe, mais aussi un acteur qui est un employé des SNCF qui est atteint d'une trisomie, mais aussi les femmes, les hommes. Enfin voilà. Donc on a voulu vraiment montrer euh, que la France était un pays divers et du coup que nous aussi. Très clair. Par rapport à ce sujet-là, en fait, le fait, d'assumer la diversité, pour le groupe SNCF, je ne sais pas si tu as vu, il y a des entreprises aux États-Unis qui, abandonnent, leur politique diversité, sous la pression, d'activistes. C'est le cas, notamment de Harley Davidson, de John Deere, d'une marque de spiritueux aussi, je sais plus laquelle c'est. Donc on voit qu'aux États-Unis, il y a un mouvement de recul, avec des entreprises qui disent, «Non, finalement, la diversité, l'inclusion, c'est plus notre sujet». Est-ce que pour toi, les entreprises, elles doivent avoir un rôle un peu politique, en fait? Est-ce que c'est le rôle d'une entreprise de s'engager, sur ces combats-là, de prendre position? J'ai envie de dire, si c'est pour faire de la politique au mauvais sens du terme, c'est-à-dire de la politique politicienne, surtout pas. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est complètement, elle interagit avec la société. Du coup, les entreprises, elles doivent quand même prendre part au débat, au débat citoyen. Et on le voit. En plus, les politiques, quand même de moins en moins de crédibilité. Et du coup, moi, je pense que l'entreprise, elle peut avoir un rôle à jouer. En plus, l'entreprise, elle est quand même constituée d'hommes et de femmes avec énormément, qui peuvent avoir énormément d'impact. Et donc, moi, je pense que l'entreprise peut choisir quelques combats et prendre la parole sur certains sujets. Alors, encore une fois, pas de politique politicienne dans l'entreprise. En revanche, que l'on dise en tant qu'SNCF qu'on est pour le transport propre et pour la décarbonation, que le président de l'entreprise signe une tribune sur la mixité et la diversité dans l'entreprise, oui, je pense que l'entreprise a un rôle à jouer dans la société. Merci. Si on passe à une partie un peu plus, personnelle, quels ont été tes défis, les défis que tu as rencontrés en tant que femme dans ta carrière, s'il y en a eu, et comment est-ce que tu les as surmontés? Alors en fait, on en a discuté un peu toutes les deux. Au risque de paraître décalée, j'ai pas eu l'impression qu'être une femme m'est handicapée. Alors après, je me suis demandé, mais voilà, j'ai pas regardé les choses comme ça et je me suis demandé, mais pourquoi? Alors peut-être que c'est parce que j'ai été élevée par un homme, par mon père, donc peut-être que ça a joué. Peut-être aussi que j'ai essayé de jouer de c'est-à-dire, plus on grimpe dans la hiérarchie, plus évidemment on est quand même, confronté à un milieu confronté, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on est, avec un milieu de plus en plus masculin, que ce soit, en politique, c'est évident, mais aussi quand on est dans des comex, dans des grandes entreprises, on est quand même souvent moins nombreuses que ne le sont les hommes. Et pourtant, j'ai l'impression de jamais en avoir souffert. Peut-être que, et ça c'est peut-être pour vous mesdames, parce que j'ai toujours essayé d'utiliser l'humour, la dérision, quand j'avais des réactions qui pouvaient me sembler un peu machistes. Je suis jamais rentrée dans le jeu de la confrontation, mais j'ai essayé de jouer avec ces réflexions un peu machistes qui pouvait y avoir, de faire du judo. Et puis, presque de temps en temps, de renvoyer la balle à l'envoyeur, en le ridiculisant un peu. Donc voilà, moi j'ai l'impression de ne pas avoir été freinée et d'avoir eu des hommes comme des femmes qui m'ont fait confiance, mais n'avoir jamais laissé passer des, remarques sexistes, que ce soit pour moi
ou ce soit pour des gens de mon équipe, mais le faire remarquer avec humour et en jouer, voilà. Merci. Est-ce que tu as eu des mentors ou des modèles ou des sponsors, quel que soit ton mot, qui ont, influencé ta vision de la mixité et de la diversité dans le milieu professionnel? Alors, j'ai rencontré, dans le cadre de mon parcours, pas mal de boss que j'ai respectés, heu, sur le plan professionnel et sur le plan humain. Et je pense que les gens que j'ai rencontrés sont des gens ouverts avec, une vraie ouverture à la diversité, à la mixité. Après, citer une personne en particulier, j'en serais pas capable, mais, un Jean-Pierre Farandou, pour moi, c'est un modèle en termes de, d'approche de la mixité ou de la diversité dans le milieu professionnel. Hem, j'ai aussi travaillé avec des femmes, dirigeantes, heu et qui m'ont aussi inspirée, qui ont un talent qui est incroyable, c'est qu'elles ont peur de rien. C'est-à-dire, tout est possible et je trouve que cette facette-là, des femmes avec qui j'ai pu travailler et je pense notamment à Muriel Pénicaud qui a été ministre et qui était DRH de Danone quand j'y étais. Ça donne quand même, heu, voilà, l'impression que que tout est possible et donc que même quand on est une femme, quand on est différent, tout est possible. Voilà. Merci. Quand on a préparé, tu m'as dit que, à un moment, tu as fait un burn-out dans ta carrière. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus? Oui, je trouvais bien de le partager. Alors, c'est très rare que je partage ça et Merci de j'aurais ta peut-être un peu confiance. d'émotion. Mais c'est pour dire à tous ceux et toutes celles qui, par moments, ont des fragilités, qu'en réalité, on peut rebondir et je sais que, voilà, on a tous à un moment un passage à vide. Moi, c'était en avril 2015. J'étais, directrice de la communication du groupe Danone et en fait, j'ai eu le sentiment de ne plus trouver de sens à ce que je faisais. Je comprenais plus ce qu'on attendait de moi. Hem et en fait, j'avais l'impression, d'être totalement nulle. Je pleurais tout le temps et j'ai eu un espèce d'effondrement et manque de confiance en moi qui a fait que j'étais vraiment plus capable d'avancer ni même d'aller, travailler et à un moment donné, je me suis effondrée et je suis allée voir un médecin qui m'a arrêtée et 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 pendant 3 mois, j'ai été arrêtée et là, j'ai eu l'impression que je touchais le fond et que jamais j'arriverais à rebondir et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis pas retournée dans cette entreprise parce que je me suis dit: «Il faut pas y retourner», mais si je regarde la bouteille à moitié vide, ça a été très douloureux. Si je regarde la bouteille à moitié pleine, ça m'a permis de faire un break, de faire attention à moi, de reprendre des forces et de rebondir et je sais pas comment dire, mais en fait, cette période-là qui a été sur le moment, très dure, elle m'a permis de voilà, de rentrer dans une autre entreprise. Je suis partie, chez Cronenbourg, puis après de retrouver Muriel Pénicaud pour travailler, auprès de la ministre, puis après de venir, chez SNCF, dans le groupe SNCF. Donc en réalité, j'ai envie de vous dire, hem, d'une faiblesse, on peut aussi à un moment donné, hem, voilà, rebondir, se poser des questions, en faire une force, heu et peut-être aussi ce qui est important, c'est que quand on a vécu cette situation, on n'a plus du tout le même regard sur cet événement qui peut arriver à plein d'autres dans l'entreprise et si j'ai un conseil à vous donner aussi, et je le fais tout le temps moi maintenant, c'est d'être avec nos collègues, avec nos collaborateurs, avec, nos pairs, c'est d'être toujours quand même vigilant parce qu'on voit pas toujours les signaux faibles alors que par moment
notre entourage peut s'effondrer. Donc voilà, soyez vigilants aussi autour de vous, parce qu'il vaut mieux identifier un signal faible et le prendre à temps que d'attendre et voilà, et que ce de soit trop tard. s'effondrer. Mm. Voilà, c'est Et important, hein. merci beaucoup, Stéphanie, pour ta confiance. Et justement, à propos des signaux faibles, euh, c'est quoi, à quoi est-ce que tu fais attention ou comment est-ce que tu abordes le sujet quand tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est en difficulté de ce point de vue-là? Est-ce que tu peux nous donner des conseils là-dessus? Bah, quand j'entends quelqu'un dire: «Je suis très fatigué», mais le dire vraiment beaucoup, quand je sens quelqu'un qui est un peu, pas irascible, mais je sens qu'il surréagit sur des sujets qui ne méritent pas, à mon avis, de la surréaction, heu, ou quand je sens des tensions, en réalité, je parle. C'est-à-dire, j'aborde le sujet. C'est-à-dire un collaborateur où je sens ou une collaboratrice qui surréagit, je mets sur pause, alors pas immédiatement, mais peut-être lors d'un one to one après ou, à un moment, à l'écart en lui disant: «Mais tu es sûr que ça va? Tu es sûr que tu es pas en train de craquer? Prends un peu ta respiration». Enfin, je fais très attention à ça et pourtant Mm. je suis pas, bisounours, hein, je suis pas, je suis pas, exemplaire. Je mets la pression aussi à mes équipes et cetera et en fait, je fais quand même attention à ça, voire je dis à un collègue: «Est-ce que tu trouves pas, fais De telle attention personne? à un Mm. tel ou un tel». Enfin voilà, je crois que c'est des choses qu'on s'autorise pas, qu'on fait pas dans l'entreprise, mais c'est vraiment important, quoi. Et pour toi-même, est-ce que, il y a des trucs chez toi où tu te dis: «Bon, alors là, je sais que je suis en train de là, c'est trop, faut que je fasse autre enfin, faut que je m'y prenne autrement». Est-ce que tu arrives à mieux te connaître aussi maintenant que tu sais ça ou pas forcément? Ouais, je me connais mieux, j'ai eu tendance à être un peu perfectionniste surtout. Par moments, je me dis: «Lâche prise». Heu, Jean-Pierre Farandou nous disait: «Un dirigeant» dans l'emploi du temps d'un dirigeant, il y a un truc qui est essentiel, c'est le temps dont il dispose et en fait, souvent, on enchaîne les réunions, les meetings, les one to one, et on finit par ne plus savoir à quoi on utilise notre temps Mmh. et en fait, le fait de temps en temps de 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 prendre un tout petit peu de recul, prendre une demi-heure pour faire une pause et se dire: «Attends, là, tu es en train de partir pas en Ouais, de comment dire? courir un peu comme dans De la roue du courir hamster, quoi. comme la roue du hamster», et d'y passer même 10 minutes. Rien que le fait d'en prendre conscience, je trouve que ça aide et moi, je le fais régulièrement, voire même parfois, je dis à mon assistante: «Écoute, là, pendant 3 heures, je ne veux rien avoir dans mon agenda». Voilà, je pense qu'il y a des alors c'est plus Chérie, faut que facile tu mettes peut-être. en pause ton annonce. Ah, attends, ah, il y a quelqu'un qui a pas coupé son micro. On va le couper. J'ai l'impression que c'est bon. Pardon, Stéphanie. Voilà, donc voilà comment je fais de temps en temps. Alors après, moi, je suis plus maître de mon agenda que certains des collaboratrices et collaborateurs peut-être qui sont connectés, mais il faut trouver des petits trucs comme ça. Merci beaucoup. Alors tant qu'on est dans la section conseils, et j'en profite pour dire n'hésitez pas à poser vos questions, hein, en haut, dans la partie, Q&R, voilà, si vous avez des questions pour Stéphanie, c'est le moment. Quels conseils est-ce que tu donnerais à des jeunes filles qui débutent leur carrière et qui aspirent à des postes de direction? Alors, moi, alors je parle de mon expérience, hein, puisque c'est l'exercice. Je me suis jamais dit: «J'ai envie d'être, dirigeant un jour ou d'être dans un comex un jour». Ça a jamais été mon moteur. J'ai eu la chance de faire des rencontres, d'être une grosse bosseuse et du coup, bah, d'avoir des opportunités par les rencontres et par mon travail. Ce que je voudrais dire peut-être, c'est
je ne me suis jamais reniée. C'est-à-dire, euh, si j'ai un conseil à donner, il y a un programme qui s'appelle Ève sur le leadership féminin. Et le motto de ce programme, c'est oser être soi pour pouvoir agir. Et je pense que ce motto, c'est-à-dire rester tel qu'on est et fidèle à ses valeurs et à ses convictions, même si c'est pas toujours simple, c'est super important. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est essayer d'avoir confiance en soi. Les femmes, on a le syndrome de l'imposteur, de l'imposture en permanence. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que voilà. Moi, quand on m'a proposé d'être directrice de la communication du groupe SNCF, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Donc voilà, donc je pense que il faut travailler sur la confiance en soi. C'est hyper important. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes aussi, mais je crois que c'est encore plus féminin, ce syndrome de l'imposture. Et puis peut-être croire en ses rêves, quoi. Se dire, tiens, croire en ses rêves et en ses intuitions, c'est-à-dire se laisser aussi, même si on structure sa pensée, mais se laisser aussi porter par des opportunités et prendre des risques. Parce que moi, il m'est arrivé de prendre des risques. Quand je travaillais dans une entreprise et qu'on m'a proposé de venir en cabinet ministériel chez Jean Glavany, qui était ministre de l'Agriculture au moment de la crise de la vache folle, je prenais un vrai risque. Et pourtant, j'ai eu envie de le faire. Quand je suis partie de chez Danone, suite à mon burn-out, ils me proposaient un autre job. J'ai dit non, j'en veux pas. J'ai pris un risque de partir et d'ailleurs me retrouver au chômage pendant quelques mois. Mais voilà, je crois que par moment, c'est important de suivre ses intuitions. Et c'est aussi ça qui fait la force d'être un leader ou un dirigeant et après de prendre des postes de direction, quoi. J'allais te poser une question, mais tu y as un peu répondu. C'est est-ce que ça t'est arrivé qu'on te propose un poste et que tu doutes de tes capacités à y arriver? Donc, tu as dit que oui. Comment tu fais, en fait, dans ce cas-là, quand on t'a dit, moi, je te verrais bien là, et tu dis, oh là là, mon Dieu, j'y arriverai jamais. C'est quoi la méthode pour y aller quand même? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, je me suis donné un coup de pied aux fesses et j'ai pris un coaching. C'est-à-dire, donc j'étais numéro 2 de la com du groupe Danone. On me proposait de venir numéro 1. Et en fait, je me suis dit, je vais jamais y arriver. En plus, je me retrouvais en dirigeant les gens de l'équipe Ah, dans de tes laquelle propres j'étais. équipes. Oui, d'accord. Ouais. Et du coup, je me disais, mais comment je vais être légitime? Et en réalité, j'ai demandé à être accompagnée par un coaching et je sais qu'il y a pas mal de modules comme ça aussi au sein de la SNCF de coaching et je trouve que c'est une des formidables richesses de notre entreprise et il faut pas hésiter à se faire accompagner par un coach. Ça aide énormément parce qu'en réalité, dans l'entreprise, c'est compliqué de raconter les difficultés auxquelles on fait face ou les peurs qu'on a. Avec ses collègues, bah, on peut ne pas oser. Avec son équipe, c'est pareil. Avec son boss, on n'a pas envie de l'enquiquiner. Et du coup, euh, l'aide du coaching, enfin, c'est vraiment comment dirais-je, une bonne béquille, quoi, pour prendre un nouveau job un peu, qui semble un peu énorme. Merci Stéphanie. Alors, on va passer à la partie des questions-réponses parce qu'il y a plusieurs interventions dans le fil et merci beaucoup à tous ceux et toutes celles Merci. qui l'ont fait. Déjà, il y a plusieurs témoignages de personnes qui disent qu'ils sont très touchées par ton témoignage sur le burn-out et qui te remercient de partager ça parce qu'effectivement, c'est précieux que tu le partages et tu le mettes sur le devant, ce sujet-là. Il y a Lucie qui demande, à ton avis, le burn-out, est-ce que pour toi, c'est le signe qu'il faut partir? Toi, ça a été ton expérience à toi, tu t'es dit: «J'ai pas envie d'y retourner». Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'assez systématique ou c'est vraiment ton expérience personnelle là-dessus? Non, je pense que c'est mon expérience. Il n'y a pas une vérité. Moi, je me suis dit, il faut que je redémarre sur autre chose. J'ai été trop broyée. Et broyée par tout un tas en fait, on ne se rend pas bien compte. En fait, je vous disais, il y a le manque de sens. Parce que moi, j'étais une grosse bosseuse. J'étais dire comme du groupe Danone, des crises, j'en vivais. Enfin, donc, en fait, c'était pas la charge de travail. Mmh. Et le signal du burn-out, en tout cas en ce qui m'a concernée,
c'était certes la charge, mais c'était surtout le manque de sens et la perte de confiance en moi. J'avais l'impression que ce que je faisais que j'étais à côté de la plaque et c'est là où je pense que, voilà. Après moi, j'ai décidé de pas revenir, parce que d'abord je suis un peu peut-être radicale dans mes façons d'être. Ceux qui me connaissent, le savent et je suis un peu entière. Mais je me suis dit: «Je vais pas y retourner, c'est pas possible». Après, je pense que pour avoir eu des collaborateurs ou collaboratrices, pas beaucoup, mais que j'ai vu faire un burn-out, ces personnes-là sont revenues. Donc en fait, je dis: «Il y a pas de règle», mais mais si on ne se sent pas de revenir, il faut oser encore une fois se dire: «Mais je peux faire autre chose, je suis capable d'autre chose». Pour ça, il faut d'abord se soigner et se guérir, hein. J'ai quand même été arrêtée 3 mois avec un médecin, voilà. Mais c'est aussi une opportunité de voilà, je sais qu'à la SNCF, en plus, quand on rentre à la SNCF, j'ai souvent entendu dire, on reste à la SNCF toute sa vie. Je crois que la richesse des différentes expériences professionnelles, c'est génial aussi. Voilà. OK. Ça fait rebondir sur la question de Tiffen qui dit, «Quels conseils pour faciliter le retour en activité professionnelle suite à un burn-out?» Donc, se faire accompagner, tu l'as dit, te soigner, mais du coup, quand on reprend, à quoi est-ce qu'il faut être attentif? Alors, je ne sais pas si ça peut se, se copier-coller avec, SNCF puisque moi donc je suis partie de Danone. Et donc j'ai été arrêtée et après, au bout de 4 mois, j'ai recherché un job. J'ai pris un job plus petit que celui que j'avais, dans lequel je suis pas restée très longtemps en réalité, je suis restée qu'1 an. Mais le job était moins capé que celui que j'avais chez Danone. En réalité, au bout de quelques mois, je me suis dit: «Je m'ennuie c'est pas bien» et je me suis dit: «Je n'aurais pas dû faire ça» et pourtant avec du recul maintenant, je me dis: «J'ai eu bien raison de prendre un job un peu plus petit, plutôt que de reprendre tout de suite un truc énorme, qui aurait pu me redéstabiliser». Donc en fait, je pense que de revenir sur un job un peu moins, énorme ou un peu moins stressant, ça peut être encore une fois, hein, j'ai pas de certitude sur rien, mais ça peut être une façon de revenir dans l'entreprise ou de chercher un autre job. OK, merci. Alors, il y a une question de Céline qui dit: «Arrivez-vous à avoir un équilibre vie pro, vie privée?» Alors, dans ma carrière, il y a eu des moments où c'était difficile, voire très difficile. Quand j'étais en cabinet ministériel, soit chez Glavedny, soit chez Muriel Pénicaud, ou même, dire comme du groupe Danone, heu, enfin, heu j'ai envie de dire, aujourd'hui, que j'ai des enfants qui sont grands, qui ont 27 et 29 ans, heu, oui, ils arrivent à gérer. Quand on est, maman d'enfants plus petits, qu'on est ou papa d'ailleurs, pardon, ou qu'on est en permanence dans la culpabilité, en se disant: «Quand je suis au boulot, je fais pas assez pour la maison et quand je suis à la maison, je fais pas assez pour le boulot» et du coup, on est tout le temps en train de se culpabiliser. Je trouve que c'est très difficile. Aujourd'hui, j'arrive à équilibrer parce que mes enfants sont plus grands. Mais il est vrai, je pense que tous les gens qui font des carrières, de dirigeants, à un moment donné, heu, sacrifient un peu la vie privée. Enfin, franchement, dire le contraire, ce serait pas être honnête. Mmh. Mais alors pour les mamans qui sont jeunes ou les papas, moi qui me suis toujours culpabilisée en me disant: «Je m'occupe pas assez de mes enfants», puis j'avais un mari qui heureusement lui avait un peu plus de temps, mes enfants ne m'en ont jamais voulu. Ils ont toujours été super fiers et encore à 27 et 29 ans, ils me disent: «On est tellement fiers de ce que tu fais et de ce que tu as fait». Donc en réalité, ça et j'avais du temps qualitatif avec eux. Après dans la quantité heureusement, évidemment, j'en avais pas beaucoup. Mmh.
C'était une question de parce qu'il y avait beaucoup de travail ou parce qu'il fallait que tu sois disponible un peu tout le temps? Ou les Oh, 2? c'est les deux, c'est les C'est les deux. 2? Le job de communicant, c'est un job sans horaire. Euh, Quand on travaille au gouvernement, c'est une vie de dingue. Et mes enfants étaient petits, hein. Première fois, ils avaient 2 ans et 4 ans, quoi. Mmh. Effectivement, c'est petit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de poser des questions? Alors, dans le fil, il y a une question de Théo qui dit: «On rêve de quoi pour le futur quand on a été DIRCOM d'un gros groupe comme SNCF?» On rêve de transmettre, parce qu'en réalité, euh, euh, et de se reposer. Non, je plaisante. Euh, non, mais euh, alors, je vais pas passer pour une vieille, mais j'ai bientôt 59 ans. Euh, je crois que ouais, ce dont j'ai envie, c'est de transmettre, c'est d'accompagner. Dès que j'ai des jeunes qui demandent à me voir ou des gens que je rencontre pour avoir des conseils, je le fais. Je rêve pas d'un autre job de dire comme quelque part. Euh, euh, mais j'ai envie de dire, ma carrière, elle est aussi un peu derrière moi, je crois. Voilà. Mmh. Alors il y a une question de Nathalie, je pense que je vais pouvoir répondre. Nathalie, elle dit: «Merci pour le partage, tu as cité le programme EVE, est-il accessible actuellement aux femmes à la SNCF?» Donc la réponse est oui. En fait, chaque année, SNCF est partenaire du programme EVE. Alors les places sont chères, hein, il y en a pas beaucoup, donc rapprochez-vous de votre conseiller carrière parce que c'est au niveau des conseillers carrière que se fait la sélection. Encore une fois, il y en a pas beaucoup, des personnes qui participent, à EVE chaque année. Donc, c'est la DPML qui sélectionne et qui permet de vivre cette chouette aventure. Et puis, il y a Béatrice qui rebondit sur ce que tu viens de dire et qui dit si tu as envie de transmettre, est-ce que tu n'as pas envie de faire du mentorat auprès des femmes et des hommes? Et ça me fait rebondir sur un point, et j'en ai pas du tout parlé. Tu es aussi présidente de la Fondation SNCF. Mhm. Est-ce que tu veux parler de ce mandat-là? Comment tu as accepté de présider la Fondation et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, donc en fait, c'était François Noguet, des RH, qui était président de la fondation, et moi j'étais au conseil d'administration. Et les sujets de parcours, enfin, d'emploi, ça m'a toujours intéressé. Quand je travaillais au ministère du Travail, ça m'intéressait. Puis je vous dis, j'aime bien, voilà. Et donc, j'étais administratrice de la fondation, et Jean-Pierre savait que ça m'intéressait, et donc il m'a proposé d'être présidente de la fondation. Et je trouvais ça bien aussi parce que je me disais qu'il y avait sûrement des liens plus forts à avoir entre la direction de la com de la SNCF et la fondation SNCF. Euh, donc voilà. Après, faire du mentorat, pour être très honnête, euh, je le fais de façon comme ça, parce qu'on me propose et on me demande est-ce que tu peux pas consacrer un peu de temps pour moi, ou on me dit tiens, je réfléchis à mon parcours, est-ce que tu peux me voir, est-ce qu'on peut se voir? Et c'est très rare que je dise non, mais je le fais pas de façon plus structurée que ça. Mmh. OK. Tu veux en dire un petit mot de la fondation? Parce que je ne sais pas si tout le monde la connaît sur ses activités, à quoi elle sert, et cetera? Alors, la fondation, c'est une fondation qui a un quinquennat, c'est-à-dire qui dure 5 ans. On finira le quinquennat fin 2020. Enfin, on va travailler sur le quinquennat 2025-2030. Et le quinquennat cette année a été, enfin cette année, le dernier quinquennat, excusez-moi, je regarde en même temps la conversation, c'est pour ça. Le dernier quinquennat a été dédié aux jeunes. La Fondation SNCF avait beaucoup plus d'activités dans les quinquennats précédents. Là, on a décidé de se dédier aux jeunes et avec deux thématiques. Un qui est autour de trouver sa voie, c'est-à-dire on aide des associations, on soutient des associations qui aident des jeunes à trouver leur voie et à reprendre confiance en eux. Et puis le deuxième axe, c'est aider des associations qui font participer des jeunes à des activités sur la transition écologique. Donc voilà, vous voyez, c'est encore sur toujours ces mêmes piliers, l'humain
le parcours professionnel et l'écologie. Et donc, on soutient des associations qui ont vraiment besoin de nous, parce qu'en plus, le monde associatif, bah, les subventions de l'État sont quand même de plus en plus faibles. Voilà. Et je vous encourage surtout à regarder ce que fait la Fondation et à vous engager dans le mécénat de compétences, puisqu'à la SNCF, on peut faire du mécénat de compétences. On a cette chance-là, soit sur des durées très courtes, soit même sur des durées longues. Et donc, il y a des personnes à la Fondation qui s'occupent de mécénat de compétences et je vous encourage à le faire. Voilà. Merci. Alors, il y a une question de Saoussen qui dit: «Si tu pouvais envoyer un message à la Stéphanie d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais en sachant tout ce que tu sais maintenant sur la vie, les défis et les succès?» Oh, euh, alors, il y a 20 ans, j'avais pas confiance en moi du tout. Et quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Quand je vous dis les femmes n'ont pas confiance en elles, ça me, euh, ça m'a joué des tours. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que je ne donne pas l'impression, je ne donnais pas l'impression de ne pas avoir confiance. Et pourtant, c'était le cas. Et quand je le disais, on se fichait de moi en me disant, mais n'importe quoi. Pas toi. Ouais. Et donc, du coup, 20 ans en arrière, euh, j'aurais cru en ma bonne étoile et j'aurais eu plus confiance en moi et je me serais fait moins de nœuds dans la tête. Aussi bien sur ma confiance en moi, aussi bien sur l'éducation de mes enfants. Mmh. Voilà. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça t'a pas empêché d'agir, mais par contre, ça t'a pris la tête, quoi. Ah ouais, tout le temps. Et ouais. Le manque de confiance en moi et ce sentiment de culpabilité permanente. Ce sentiment de culpabilité qui hante, que ce soit quand on bosse, que ce soit quand on est à la maison, et alors que c'est bête, quoi. Les enfants, ils comprennent, le boulot, il comprend. Il suffit de dire les choses, il suffit de verbaliser. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette culpabilité, mais je me dis: «Mais qu'est-ce que tu t'es» je me suis mangé la vie, quoi, avec ça. Il y a une question d'ailleurs de Daniel qui dit, pour faire suite sur le sujet de l'indisponibilité pour les enfants, donc est-ce que tu as été, confronté à la culpabilité de ton entourage? Parce que tu parles de ta propre culpabilité, mais est-ce que tu as été confronté à la culpabilité de ton entourage? Daniel a dit: «Moi, j'y suis confronté», et est-ce que c'est pas difficile dans ce cas-là d'imposer ses choix, de croire en ses rêves, de montrer sa confiance en soi? Bon alors, l'entourage, c'est mon époux, hein, et honnêtement, ou mes enfants qui auraient pu dire, non. Ils ont toujours été, super, super supportifs, quoi. Mmh. Mon mari m'a toujours suivi, m'a toujours fait suivi, m'a toujours dit, «Tu fais ce que tu as envie de faire» et mes enfants m'ont jamais fait culpabiliser. Donc elle était vraiment que chez moi, quoi. Il disait: «Fais ce que tu as envie de faire», ça veut dire que lui, parfois, il a ralenti un peu dans sa carrière pour pouvoir, équilibrer dans votre couple ou la question, elle s'est pas posée en ces termes? Je pense qu'il a un peu ralenti, en fait. Mon Mmh. mari, il est médecin, il est chercheur, il est, en milieu hospitalo-universitaire et alors il a fait il est en immunologie et bactériaux, donc il a fait une belle carrière d'hospitalo-universitaire, mais je pense que, si j'avais pas eu cette carrière-là, il aurait sûrement encore fait plus de travaux de recherche et cetera. Il aurait peut-être été nommé prof de médecine alors qu'il est que maître de conf. Enfin voilà, quand même. Mmh. Et lui avait plus de liberté dans son emploi du temps. Ouais, merci. C'est pas souvent qu'on entend ces témoignages-là, en fait, dans l'autre sens, c'est assez fréquent, hein, d'entendre une femme qui a ralenti un peu côté carrière, parce que son mari était muté ou a une promotion et cetera, c'est un chouette exemple que vous donnez là. Alors il y a Daniel Yerazou qui dit, «Vous êtes aussi pour moi une référence. Ravie de vous avoir croisé dans le cadre du dispositif athlète SNCF». Parce que Daniel, elle est ancienne athlète, côté rugby et elle dit, «À très vite, à très bientôt».
Ok, avec plaisir. Maintenant que j'ai dit ça devant 100 personnes, C'est ça. mais je vais pas pouvoir Écrire à tout le dire monde? oui à 100 personnes. Donc voilà, mais je vais faire ce que je peux. Ça marche. D'ailleurs, est-ce que tu as envie de rebondir sur le sujet du dispositif athlète? Parce que, Daniel en parle, Ouais. là, au lendemain des Jeux, comment ça s'est passé pour toi, les Jeux, les JO, les Paralympiques et en particulier, ce dispositif athlète? Alors, ça a été une grosse, grosse séquence pour mon équipe et moi, honnêtement. Alors, pour plein de gens à la SNCF, mais c'est vrai que pour nous, ça a été assez énorme parce qu'en gros, on s'est occupé effectivement du dispositif athlète et de la com des athlètes. On a organisé les journées des volontaires, on a organisé les fêtes de famille à Lille, Marseille et Paris. On a fait pas mal de communication sur les réseaux sociaux, on a montré les coulisses de ce qu'on faisait aux journalistes. On a vécu quelques crises, dont celle des sabotages, et ça a été quand même une entrée en matière pour le moins sur les chapeaux de roue. Donc voilà, donc ça a été une grosse, grosse séquence de com, aussi bien en com interne qu'en com externe. Voilà, sur le dispositif athlète, il est formidable ce dispositif athlète parce que quand vous discutez avec les athlètes, ils vous disent tous que ils ont deux vies et ils ont vraiment leurs collègues autour d'eux qui les soutiennent et que c'est hyper confortable pour eux de se dire que même s'ils sont des sportifs de haut niveau, ils ont la capacité d'avoir une autre activité. Et donc, ça leur permet de se vider la tête sur cette peur de l'avenir ou du problème financier, etc. Et quand vous échangez avec eux, ils disent quand même que c'est formidable. Et donc, on veut continuer le dispositif. Parfois, c'est compliqué parce qu'en réalité, les managers sont pas toujours à l'aise. Alors, moi, de prendre un athlète SNCF parce que la disponibilité n'est pas totale, etc. Mais je pense que ça apporte beaucoup plus aux équipes et aux managers que ça lui enlève de la force de travail. Les athlètes, ils ont quand même un mental qui est incroyable et extraordinaire, et chacun peut en prendre aussi des leçons, quoi. Donc voilà, donc je vous encourage à prendre des athlètes dans vos équipes. Beaucoup d'ailleurs vont commencer à préparer JO 2028. Déjà, Voilà. un travail de longue haleine. Et ben, je crois qu'on a épuisé, si je me trompe pas, les questions qui sont dans le fil. Je crois que j'ai rien raté. Il y en a d'autres. C'est encore le moment. Non, je pense on a tout vu ensemble. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de conclusion, Stéphanie, pour s'arrêter là? Voilà. Osez être vous pour pouvoir agir. Croyez en vos rêves. Euh, ne doutez pas de vous et stop à la culpabilité. Et merci à toutes et toutes de votre présence. Merci beaucoup à toi, Stéphanie, d'avoir partagé de manière si authentique et bienveillante. C'était un très bon moment. Donc voilà, d'ailleurs, les personnes réagissent. Vous pouvez appuyer sur la petite émoticône réagir pour mettre quelque chose. Ou, voilà, il y a plein de merci qui tombent Super. dans le fil. Merci beaucoup, Stéphanie. À très bientôt. Merci à vous. Bonne Au revoir à journée. toutes et à tous.